Bonjour, merci d'être présent pour cette conférence sur la doctrine des cycles. Nous allons voir le lien entre les cycles et les civilisations disparues, la tradition primordiale, et un éventuel message que les civilisations disparues auraient pu nous laisser pour le passage à un nouvel âge d'or. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur les travaux de plusieurs chercheurs, dont Didier Coillac et Julie Couvreur, Quentin Leplat, Howard Crowhurst, et bien sûr les travaux de Michel Desailles et surtout l'ésotériste René Guénon, qui est un spécialiste de la tradition primordiale. Mais pour commencer, nous allons voir quels sont les cycles qui nous environnent et la façon dont ils peuvent influencer nos vies et nos sociétés. Le premier cycle que tout le monde connaît est bien sûr le cycle annuel, l'année complète, qui se divise en 4 saisons et qui possède 4 points importants, les 2 solstices, avec le solstice d'hiver où la nuit est la plus longue, le solstice d'été où le jour est le plus long, ainsi que les 2 équinoxes. Et tous les peuples anciens avaient bien sûr remarqué les saisons qui se suivent. Et c'est bien sûr primordial pour l'agriculture. Autre cycle que tout le monde connaît, c'est le zodiaque annuel, divisé en 12 signes. Et chacun connaît son signe de naissance, ou bélier, ou taureau, ou poisson, ou verseau. Ce zodiaque nous vient des Sumériens et des Babyloniens. Ils calculaient en base 60, ce qui fait que le cercle est divisé en 360 degrés et en 12 parties de 30 jours pour une année de 360 jours. Bien sûr, l'année complète fait 365 jours, vu que la rotation est une ellipse et pas un cercle. L'autre cycle très important est la précession des équinoxes. La précession des équinoxes est un cycle beaucoup plus long, qui est basé aussi sur les 12 mêmes signes du zodiaque, mais contrairement au zodiaque que l'on suit dans le sens des aiguilles d'une montre, le cycle de précession des équinoxes remonte la roue dans l'autre sens. Ceci est dû à la rotation de la Terre sur elle-même de la gauche vers la droite. Donc nous remontons la roue dans ce sens-là. Un cycle complet dure 25 920 ans, avec en gros 2160 ans par signe. Cette précession des équinoxes est due au fait que le plan de rotation de la Terre est incliné, c'est-à-dire que l'axe nord-sud n'est pas perpendiculaire au plan de rotation autour du Soleil, mais décalé. Et ceci a 2 conséquences. Cela fait que l'axe polaire forme un cône au cours du temps, et que donc nous ne voyons pas toujours les mêmes constellations. La détermination de la constellation se fait au point vernal, le jour de l'équinoxe du printemps dans l'hémisphère nord. La constellation qui est dans le ciel juste avant le lever du soleil est celle de la constellation en cours. Et actuellement, nous passons de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. L'autre conséquence de la précession des équinoxes est que l'axe polaire nord-sud fixe une étoile dans le ciel et que, pour nous, depuis la Terre, l'univers semble tourner autour de cette étoile. C'est ce qu'on appelle l'étoile polaire qui marque le nord. Dans le pôle sud, c'est l'étoile pour l'instant la croix du sud. Actuellement, l'étoile polaire est Ursae Minoris dans la constellation de la Petite Ourse. Et là, nous sommes en train de nous diriger vers l'ère du Verseau. Et quand l'ère du Verseau sera complètement installée, l'étoile polaire sera dans la constellation du Cygne et sera sûrement l'étoile Sarde ou Deneb. On peut se poser la question: comment et pourquoi ces cycles influent-ils sur nous? Parce que les esprits très matérialistes et les zététiciens ne manqueront pas de dire « l'astrologie c'est n'importe quoi, les dessins des constellations sont artificiels, ils ne correspondent à rien ».
car il relie entre eux des planètes, des étoiles et des galaxies. C'est vrai, mais tous les prêtres et les rois de l'Antiquité ont fait réaliser un grand nombre de constructions pour observer le ciel, telles que Stonehenge, les pyramides du Mexique, les ziggourats des Perses, en Iran et Irak actuel, des observatoires partout dans le monde. La complexité de ces ouvrages et les moyens nécessaires pour les ériger indiquent que cela avait une importance cruciale, autre que la détermination des saisons pour les agriculteurs. René Guénon explique dans ses ouvrages que l'astrologie a un sens, ainsi que les aires zodiacales de la précession des équinoxes, par le principe du macrocosme et du microcosme. Le monde matériel étant créé par Dieu la source est parfait, du moins son apparence. Son image représente la perfection. D'où l'idée des Grecs de la perfection des sphères célestes et de la musique des sphères. Au sein du chaos des étoiles, il y a un ordre, une géométrie sacrée qui exprime quelque chose que l'homme doit comprendre. Depuis la Terre, l'image de l'univers fait sens. La forme agit symboliquement et énergétiquement, comme une onde de forme, une grille énergétique projetée sur la planète. Cette énergie subtile influe sur nos comportements. À chaque période correspond une influence particulière. Tout s'ordonne suivant un ordre invisible. Les anciens avaient aussi remarqué que tout est cyclique et en correspondance. Par exemple, le cycle lunaire de 29 jours correspond à la durée moyenne du cycle complet des menstruations féminines. Le principe féminin est donc associé à la Lune et l'homme par correspondance au Soleil. Un autre cycle qui a une grande importance au niveau planétaire, mais qui est quasiment inconnu de nos jours, est le jour de Brahma ou le Kalpa. René Guénon, dans le livre Formes traditionnelles et cycles cosmiques, s'appuie sur la mystique indienne pour détailler le sens de ce cycle. Non pas que la tradition indienne soit à l'origine de la tradition primordiale, mais elle en a gardé les principes depuis des milliers d'années, sans d'importantes modifications, contrairement à l'Occident, où les civilisations et les religions se sont succédées. Les Mahavantaras, ou ères de Manu successifs, sont au nombre de 14, formant 2 séries de 7 Mahavantaras. Il y a donc 7 Mahavantaras du passé et 7 Mahavantaras du futur. L'ensemble forme un kalpa complet, un jour de Brahma. À l'issue de ce cycle complet, le monde disparaît et un nouveau cycle redémarre. Ce que les ésotéristes nous disent, c'est qu'à chaque Mahavantaras, à chaque portion de camembert, une civilisation humaine existait. Bien sûr, cela contredit l'histoire officielle, mais c'est ce que dit la tradition. Actuellement, nous sommes dans la dernière portion du Mahavantaras du passé. Et chaque Mahavantaras se décompose lui-même en 4 parties, appelées en Inde Satya Yuga, Tetra Yuga, Dwapara Yuga et Kali Yuga. Et ces 4 portions peuvent être rapprochées des âges d'or, d'argent, d'airain et de fer de l'Antiquité gréco-latine. Analogue aux 4 âges de la vie, ou à la légende amérindienne du bison à 4 pattes, un âge à 4 pattes, l'âge d'or, puis 3, puis 2, pour finir sur un monde bancal à 1 patte, l'âge de fer. Ou la mythologie des soleils successifs des Mayas, qui croyaient que en 2012, nous allions changer de cycle. Ils ne parlaient pas de fin du monde, mais d'un changement de cycle. C'est le même processus, dans des dates similaires. Donc nous sommes actuellement à la croisée de 2 cycles. La fin du Mahavantaras du passé avec la fin du Kali Yuga de l'âge de fer est en train de passer sur le Mahavantaras du futur. Et en plus se rajoute à ça un autre cycle, le passage de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. C'est cette superposition de fin
de cycle et de début de cycle qui explique le désordre actuel. À chaque âge de fer, tout est renversé, inversé, et tout doit être épuré pour préparer le nouveau cycle qui vient. Chaque Mahavantaras peut être rapproché des états multiples de l'être, et on peut y voir l'idée d'une chute dans la matière et d'une remontée vers le divin. Tout est en correspondance. On voit aussi que la longueur des âges d'or, d'argent, d'airain et de fer ne sont pas égales. L'âge de fer est le plus court. Et si on décide que la totalité d'un cycle d'un Mahavantaras est de 10, alors l'âge de fer vaut 1, l'âge de bronze vaut 2, l'âge d'argent vaut 3 et l'âge d'or vaut 4. Et on retrouve la tétradquise pythagoricienne. En année codée, on voit que les Indiens estiment que ça fait 4 320 000 ans. Et on va voir tout de suite pourquoi. Donc la tétradquise pythagoricienne vaut 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Le cycle descendant des yugas, c'est 4, puis 3, puis 2, puis 1 égale 10. 1 étant l'unité, ce chiffre se décompose en 4320. Et on voit qu'il y a une correspondance entre ce jour de Brahma et la précession des équinoxes. Car 4320 fois 6 fait 25 920 ans, soit une ère précessionnelle complète. Mais 4320 se décompose en 360 fois 12. Et on retrouve la symbolique du 12. 12 signes astrologiques, 12 apôtres, les 12 portes de la Jérusalem céleste à la fin d'une ère. Et 4320 se décompose aussi en 72 fois 60. Or, la précession des équinoxes varie de 1 degré tous les 72 ans. Donc ces cycles sont en correspondance. Autre symbolique qu'on voit apparaître, c'est la symbolique du 7. Parce qu'il y a 2 fois 7 Mahavantaras. Et ceci est à rapprocher des 7 péchés et des 7 vertus. Et en Inde, il y a la même symbolique avec les 7 swargas et les 7 patalas qui décrivent l'ensemble des états inférieurs et supérieurs de l'être humain. Ceci est à rapprocher aussi des 7 pots alchimiques à transmuter, comme le pèlerin, comme l'explique Patrick Burenstenas, qui perd ses pots, qui pèle pendant son pèlerinage. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une correspondance entre ces cycles qui se déroulent à l'échelle cosmique sur des milliards d'années, et chaque vie humaine qui doit se débarrasser des 7 états dits négatifs ou des péchés pour aller vers 7 états, les vertus, qui vont lui permettre de remonter vers la source, vers la spiritualité et le divin. D'où la phrase d'Hermès Trismégiste, « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Autre symbolique, c'est les 7 jours de la semaine, avec 6 jours d'activité et 1 jour de repos. Mais on retrouve à nouveau cette idée de cycle avec 7. C'est un mini-cycle de 7 jours. Et il y a une correspondance entre la symbolique du 4, du 5, du 6 et du 7. Parce qu'il y a les 4 directions nord, sud, est, ouest, plus les directions haut, bas, ça fait 6 directions, plus un centre, ça fait 7. On voit que cela dessine aussi le chrisme chrétien. Mais les 4 directions nous ramènent au monde matériel, au carré, aux 4 éléments d'Aristote. Et on peut voir aussi une symbolique avec les chiffres 444, 555 et les autres. Parce que quand il y a une trinité, ça signifie l'intervention de Dieu ou de la Trinité dans quelque chose, dans un élément. Donc 444 signifie la matière a une origine spirituelle. Parce que si on prend les 4 directions et qu'on ajoute un axe, cela évoque qu'on se redresse. L'homme se relève, se connecte au centre, au cœur. L'homme sort de l'animalité.
555, c'est l'homme en voie d'accomplissement. D'ailleurs, chez les Grecs, la cinquième essence, la quintessence, spiritualise les quatre éléments. C'est l'éther. 6, c'est l'homme qui se connecte à la verticalité, à la spiritualité. Le danger du 666, c'est l'homme qui se prend pour Dieu. Et le 7, c'est le retour au centre, le cycle complet. 777 est le chiffre qui représente la perfection de l'univers, mais de l'univers matériel, de l'achèvement du cycle complet. Autre symbolique de ces cycles, c'est que dans le mot septentrion, qui est synonyme de nord, on retrouve le 7. Mais il y a aussi l'idée de l'axe polaire, qui passe par le pôle sud et le pôle nord. Dans la mythologie indienne, les 7 continents se développaient autour d'un axe, comme une fleur de lotus, comme ici sur cette figure. Mais en plus de l'axe polaire, autour duquel la Terre tourne, il y a partout des lieux qui ont la même symbolique et qui représentent le même principe, comme le mont Meru ou Kailash pour les Asiatiques, qui est la montagne autour de laquelle le monde tourne pour eux. D'ailleurs, ils font souvent un pèlerinage autour du mont Meru. Et symboliquement, le mont Meru possède 7 faces de 7 couleurs qui ensemble forment le blanc, à rapprocher des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et dans arc-en-ciel, c'est un arc, une arche qui fait le lien entre deux mondes. Et dans l'arche, on retrouve l'arche de Noé qui a permis de passer du monde antédiluvien au monde actuel. Et le détournement du symbole de l'arc-en-ciel par les Woks est bien un signe des temps. Donc ce qui est à retenir pour l'instant, c'est que les repères principaux du point de vue de la tradition primordiale sont l'axe polaire nord-sud, les 2 solstices et les 2 équinoxes. Un autre exemple de cet axe polaire, c'est l'arbre Yggdrasil pour les Scandinaves, autour duquel le monde tournait. Et on retrouve aussi la même symbolique pour les collines sacrées de Rome ou de Jérusalem. Donc cet axe a vraiment une importance primordiale. Donc à ce stade, on constate que les anciens avaient constaté que tous les phénomènes sont cycliques, que le symbolisme est le même, et le même sur le fond, pas en apparence. Parce que l'axe peut être représenté par un arbre, une colline, une montagne, mais la symbolique profonde est la même. Et on peut se demander pourquoi toutes ces civilisations ont les mêmes constellations et une même approche. Parce que cela signifierait qu'il y a une origine commune à tout ça, qu'on appelle la tradition primordiale. Et si c'est vrai, pourquoi ces civilisations qui ont disparu malgré leur savoir, si ces civilisations qui ont disparu nous ont laissé un message pour le changement d'air? Parce que donc pour l'instant, nous avons constaté que ces phénomènes cycliques sont connus par les anciennes civilisations, que le symbolisme est universel, que toutes les civilisations ont les mêmes constellations, ce qui pose question. Et on peut s'interroger, y a-t-il un savoir commun sur la planète et quelle en est l'origine? Et s'il existe une tradition primordiale? Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est si des civilisations antédiluviennes ont disparu, pourquoi ont-elles disparu et nous ont-elles laissé un message qui permettrait un passage sans chaos d'une ère à l'autre? Parce qu'on a vu qu'on est à la superposition de 3 cycles. La fin du Mahavantaras du passé vers le Mahavantaras du futur et au changement d'ère précessionnel du Poisson au Verseau. Mais si des civilisations ont disparu, c'est qu'on ne peut pas échapper au déluge.
Alors, c'est ce qu'on va voir dans la suite de la conférence. Déjà, s'il y a des traces d'une tradition primordiale, et si oui, qu'est-ce que cela nous enseigne? Les historiens du XIXe siècle ont cru, après la découverte des vestiges des civilisations babyloniennes et sumériennes, qui remontent environ à 6500 ans avant Jésus-Christ, quelles étaient les origines de nos sociétés. Cela ne tient plus depuis la découverte du temple de Göbekli Tepe. Ce temple est situé en Turquie, originellement en Arménie. D'autres temples sont en train d'être redécouverts et analysés. L'âge de Göbekli Tepe est estimé, avec les relevés au carbone 14, à 12 000 ans, peut-être 14 000. Et certains temples seraient même encore plus anciens. Ce temple et les autres n'étaient pas connus, car ils ont été recouverts de pierre et de terre il y a 9 000 ans environ, sans que l'on sache pourquoi. Leur construction est déjà une énigme, mais l'enfouissement lui-même est un travail colossal qui représente l'équivalent de milliers de camions-bennes de terre et de pierre, soit des millions de brouettes, et la nécessité d'une grande main-d'œuvre à une époque où l'homme est censé chasser le mammouth à coups de gourdin, en vivant dans des grottes. C'est anachronique. Sur certains piliers, il y a des gravures de paniers avec des céréales, bien avant le démarrage supposé de l'agriculture. Les piliers en T représentent des figures humaines. Personne ne sait qui a construit ces temples et comment, car il n'y a pas de traces de campement ni de vestiges, et les villes ne sont pas censées exister à cette époque. Autre énigme, c'est pourquoi est-ce dans la région du mont Ararat, entre l'Iran, l'Arménie et la Turquie, la montagne où Noé, ou Gilgamesh, est censé être arrivé en bateau avec sa fameuse arche pour survivre au déluge. Le temple de Göbekli Tepe vient appuyer l'idée d'une transmission antédiluvienne. Ce temple aurait agi comme un centre de formation, et depuis ce lieu, la sédentarisation et l'agriculture se sont développées dans le croissant fertile. La première ville connue de notre histoire est Çatalhöyük, au cœur de l'Anatolie. Elle fut édifiée il y a plus de 9000 ans, dans la même région que le temple de Göbekli Tepe. On peut supposer qu'il y a une corrélation entre le temple et l'idée de sédentarisation et de développement de l'agriculture dans cette région, malgré les 540 km qui séparent la ville du temple. D'autres temples ont été découverts en Turquie, confirmant un foyer de développement. Autre énigme, l'anomalie d'Ararat. Une structure en bois de 309 mètres de long, ressemblant à une coque de bateau, a été vue par des pilotes en 1916 vers le sommet de la montagne. Des expéditions ont été lancées, mais aucune conclusion officielle n'existe. Cette région paraît bien être le berceau de nos civilisations récentes, mais qui sont les bâtisseurs de ce temple, possédant un grand savoir incompatible avec la vision des hommes chasseurs-cueilleurs? On peut donc supposer si ceux qui ont construit le temple de Göbekli Tepe seraient issus de civilisations disparues. Et Platon, dans le Timée et Critias, évoque la disparition de l'Atlantide. Il tenait ces informations de Solon, qui lui-même les tenait d'un prêtre égyptien. Et on ne peut pas les considérer comme complotistes. La chute de l'Atlantide donnée par Solon correspond à 9000 ans avant Jésus-Christ, soit 11 000 ans, ce qui correspond à la période géologique du Trias récent, au cours de laquelle il y a eu plusieurs glaciations, réchauffements et déluges, suffisamment en tout cas pour décimer des civilisations entières. Nombre de bibliothèques de l'Antiquité ayant été détruites, des archives ont disparu. Y a-t-il un dépôt sous le Sphinx qui permettrait de retrouver ces archives? Peut-être. Strabon, le géographe grec, en parle, ainsi que des historiens arabes du Moyen-Âge, qui sont dignes de foi. Certains les auraient même consultés. Et actuellement, les fouilles sous le Sphinx sont interdites. Autre point, il ne faut pas confondre l'Atlantide avec l'île et la civilisation des Minoens, détruite à la suite d'une éruption volcanique, mais c'est beaucoup plus récent. Autre particularité, c'est la similitude de représentation entre l'Hyperborée, qui est ici, et l'Atlantide. On voit que c'était deux îles divisées en 4 par des fleuves. La question à se poser, c'est si ces civilisations ont existé, où étaient-elles? Car pour les historiens,
il n'y a aucun fondement à tout ça. Mais il y a un lien entre Thulé, l'Atlantide et les Toltecs, qui ont appelé leur cité Tula et qui se disaient descendre de l'Atlantide. Et l'Atlantide semble bien avoir disparu à la période du Trias récent. Les nazis se pensaient descendre de Thulé et attribuaient l'origine de la population aryenne de l'ancienne Perse et du Tibet à cette région. En fait, l'Hyperborée et Thulé seraient le centre d'origine du début du Mahabharata. Puis Mu, puis la Lémurie et enfin l'Atlantide. On pourrait peut-être associer ces civilisations à chacune des périodes. L'âge d'or pour l'Hyperborée et Thulé, l'âge d'argent pour Mu, l'âge d'airain pour la Lémurie et la fin de l'Atlantide, et l'âge de fer pour la destruction finale de l'Atlantide et notre civilisation. C'est une hypothèse que je vous partage sans preuve, mais qui est cohérente. Parce qu'il y a partout des traces dans le monde de civilisations disparues. Les historiens et les archéologues pensent avoir tout compris de l'histoire de l'homme et de la planète, mais dès que quelque chose ne rentre pas dans leur cadre de compréhension, ils sont dans le déni ou ridiculisent les découvreurs. Le problème est qu'il y a partout des sites engloutis sous l'eau, comme au large du Japon le site de Yonaguni, où on voit une immense structure qui ressemble à une plateforme ou un peu aux pyramides qu'il y a en Amérique du Sud. Ça ne paraît pas être naturel, il y a des escaliers, des angles droits partout. À la suite du tsunami du 26 janvier 2004, il y a aussi la cité légendaire de Kumarikamdam en Inde qui a refait surface. Et depuis, il y a des fouilles archéologiques. Autre énigme, c'est qu'il y a partout des pyramides, bien sûr en Égypte, mais il y en avait aussi en France, comme la pyramide de Phalikon qui a été détruite à côté de Nice, des pyramides en Bosnie, en Chine, en Russie et bien sûr en Amérique centrale. Autre énigme, des menhirs et des dolmens partout. En Europe, bien sûr en Bretagne, mais aussi à Malte, en Sicile, en Corée, au Japon. Et aussi les fameux murs cyclopéens que l'on retrouve partout, en Amérique du Sud, à l'île de Pâques, en Grèce, au Japon. Et d'ailleurs, le terme cyclopéen vient des Grecs qui pensaient que c'était les cyclopes qui avaient construit ces murs. Parce que les pierres sont tellement gigantesques qu'ils ne comprenaient pas qui, à part des géants, avait pu faire ça. Nous ne savons pas comment ces murs sont construits. Il y a plusieurs hypothèses, comme celle du béton géopolymère proposé par Davidovits, ou des pierres ramollies par le son ou la conscience, nous ne savons pas. Autre énigme, c'est que la date de la pyramide et du sphinx sont vraisemblablement plus âgées. Les trois pyramides du plateau de Gizeh sont alignées sur une configuration de la constellation d'Orion qui correspond à 12 000 ans en arrière. L'usure du grand sphinx par l'eau corrobore cette date, et si le sphinx est un lion, la période du lion de la précession des équinoxes correspond à la même date, 12 000 ans en arrière. Autre énigme, signe d'une civilisation antédiluvienne qui a disparu, c'est l'utilisation du mètre dans tous les anciens monuments. C'est nié par les historiens officiels, mais on voit que sur le relevé des archéologues allemands au temple de Pumapumku au Pérou, ils avaient bien mesuré que les blocs en H faisaient soit 1 mètre de haut, soit 99 cm ou 1,01 m. Il y a d'autres mesures en mètres sur les H. Quentin Leplat a aussi étudié sur le site voisin de Tiwanaku s'il y avait des mesures en mètres, et dans sa dernière vidéo, que je vous invite à aller voir, il prouve qu'il y a partout des mesures et des proportions en mètres entre les statues, les portes et l'emplacement des différents sites. Il a aussi évalué que la coudée locale de Tiwanaku est de 44,72 cm, qui est en fait la même qui a été retrouvée en Inde dans les grottes de Barabar, les fameuses grottes polies. Cela reste une énigme. Autre énigme, c'est que
en plus du mètre présent à Pumapunku, on voit qu'il y a des traces de forage, d'usinage. L'andésite est une pierre très dure. On n'arrive pas à imaginer comment on peut faire des trous cylindriques comme ça sans carotteuse, ou des saignées comme ça sans disqueuse, ou des perçages sans perceuse. C'est assez dur à croire. Surtout dans une pierre dure comme de l'andésite, c'est comme du granit. D'ailleurs, les Incas disent qu'ils ont toujours connu le temple de Pumapunku cassé. Donc on ne sait pas qui a construit ça. Autre énigme liée au mètre, c'est que la coudée royale égyptienne de 52-36 s'est retrouvée en France pour toutes les constructions sacrées en Île-de-France. Et là on voit la quine, ici, la pomme, la palme, l'empan, le pied et la coudée. Si la coudée fait 52-36, l'empan fait 20 cm. Autre énigme, la circonférence extérieure de Stonehenge qui fait 100 mètres et 2 mm. Et Quentin Leplat a étudié nombre de chapelles et de châteaux et a regardé si statistiquement il retrouvait le mètre à l'intérieur. Et à l'église de Saint-Nectaire, il a pu constater qu'il y avait deux sculptures, une qui fait 1 mètre de large et l'autre qui fait une coudée de large. Et donc, ceci est codé dans ce monument. Il a remarqué aussi que nombre de portes font soit 1 mètre, soit 90 cm. À Chambord, par exemple, la plupart des portes font 90 cm. Des chercheurs ont aussi identifié que dans la grande façade de Versailles, il y avait des modules de 333 mètres qui se répétaient. Autre énigme liée au mètre, c'est ce qu'a découvert Quentin Leplat. Il a, ainsi que d'autres chercheurs, constaté une importance du mètre dans la grande pyramide liée à la coudée royale. La hauteur de la grande pyramide est 146 mètres 60 et la longueur de chaque base en gros 230 mètres 40. Utiliser ces nombres-là en mètres permet de trouver des rapports exacts de pi et de phi, le nombre d'or, et de pi 314. Par exemple, le demi-périmètre divisé par la hauteur donne pi. La demi-base multipliée par la racine de phi, donc le nombre d'or au carré, donne la hauteur. Autre constatation de Quentin Leplat, c'est que la circonférence de ce cercle qui passe par les quatre angles, moins la circonférence du cercle inscrit dans la grande pyramide, donne la vitesse de la lumière. Donc il y a des mesures qui donnent 299 mètres 792 458 et la vitesse de la lumière c'est 289 792 458 mètres par seconde. Une telle exactitude est assez incroyable. Il y a aussi une correspondance entre la coudée royale et le mètre, car si on fait une pyramide de 3 coudées de long, c'est-à-dire si la base fait 3 fois 52, 36, ça fait 1,57,079 m. Et dans ce cas-là, la hauteur de la grande pyramide, de la mini-pyramide donc, serait de 1 mètre. Et cela ne marche que parce qu'on utilise le mètre et cette coudée royale. Il y a quelque chose d'encore plus fou avec le mètre et la grande pyramide. Howard Crust a pu déterminer la position GPS exacte du sommet de la grande pyramide. Il s'est rendu sur place et avec un système GPS, il a déterminé les coordonnées. À partir de ça, Quentin Leplat a mesuré des distances entre la grande pyramide et l'obélisque d'Héliopolis. Déjà, le positionnement de l'obélisque par rapport à la grande pyramide s'inscrit dans un triangle 3-4-5. Comme ça. Un triangle 3-4-5. Mais ce qu'a compris Quentin Leplat, c'est que ces trois distances, du coin supérieur à l'obélisque, du centre de la pyramide à l'obélisque et du coin inférieur à là, codent les trois cercles des distances de la Terre, c'est-à-dire le cercle polaire, le cercle équatorial et le cercle qui est à 45 degrés par rapport à l'équateur. La Terre n'est pas une sphère parfaite. Et donc, elle est aplatie au pôle et élargie au niveau de l'équateur.
Et Quentin le Plat s'est aperçu qu'en divisant la longueur en mètres par le yard mégalithique qui correspond soit au cercle équatorial ou polaire, il retombait sur ces distances. Le yard mégalithique, c'est le périmètre du cercle divisé par 360 degrés. Et donc il s'est aperçu que si on divise 23 425 mètres par le yard mégalithique qui correspond au cercle polaire, il tombe sur 12 711, soit quasiment la longueur du cercle polaire. Même chose avec le centre de la pyramide qui retombe sur la longueur du cercle qui est à 45 degrés de l'équateur, et la plus grande distance correspond à la longueur du cercle qui passe par l'équateur. Donc les personnes qui ont positionné l'obélisque par rapport à la pyramide connaissaient la taille exacte de la Terre. C'est assez inexplicable. Autre indice qui nous fait penser qu'une civilisation antédiluvienne connaissait la taille de la Terre, c'est l'équateur penché. Francis Mazières a été le premier à en parler, puis Jacques Grimaud dans Le secret des pyramides et Patrice Pouillard dans le film Bâtisseurs de l'Ancien Monde. Cet équateur est décalé de 30 degrés par rapport à l'équateur terrestre actuel. On trouve sur celui-ci les principaux monuments sacrés de l'Antiquité. À savoir que cet équateur penché passe par l'île de Pâques, les principaux sites du Pérou, Nazca, Cusco et d'autres, la pyramide de Gizeh, Angkor Wat et des monuments au Japon. Cela paraît incongru pour les chercheurs car cela relie des monuments qui n'ont rien à voir entre eux et d'époques différentes, mais c'est un fait, ils sont tous alignés sur cet équateur penché. Nous n'en connaissons pas la raison ni l'origine, mais c'est un indice fort de l'existence d'une civilisation planétaire dans le passé. Autre indice d'une civilisation planétaire qui a disparu, ce sont les OUPART, Out of Place Artifacts, objets hors contexte. Ils sont de deux types. Les objets qui viennent de civilisations que l'on connaît, comme les Grecs ou les Romains, mais qui ne sont pas censés exister. Il y a par exemple la pile de Bagdad, chez les Perses, qui est une pile antique dans un pot en terre avec du goudron, une cathode et une anode qui produit 2 à 3 volts de courant. Plus intrigant, la machine d'Anticythère, qui est un objet retrouvé au large de l'île d'Anticythère dans un bateau qui s'est échoué, un bateau romain. Et l'analyse de cette machine au XXe siècle par des rayons X a permis de montrer qu'elle était constituée d'engrenages. Et la société Hublot a reconstitué la machine d'Anticythère. C'est ce que l'on peut voir dans le film Bâtisseurs de l'Ancien Monde. Et ils en ont compris le fonctionnement. En fait, c'est une machine qui permet de déterminer la position des planètes du système solaire, du Soleil et de la Lune par rapport à la Terre pour une date donnée. Mais pour ce faire, il faut savoir que la Terre tourne autour du Soleil, que la Terre est ronde bien sûr, connaître les planètes du système solaire, mais surtout le calcul différentiel et la maîtrise de la fabrication d'engrenages très complexes, ce que les historiens n'attribuent pas aux Grecs, car le calcul différentiel est censé avoir été inventé par Leibniz et Newton. Mais la machine d'Anticythère nous prouve qu'il maîtrisait le calcul différentiel. L'autre type de OUPART, c'est des objets dont on ne connaît pas l'origine, et ni les civilisations, comme les pierres d'Ica ou les figurines d'Acambaro. Ce sont des objets qui ont été retrouvés sous terre, mais qui sont réels. Il y en a bien sûr des faux, mais il y a des pierres d'Ica véritables. Et la datation par thermoluminescence donne pour les pierres d'Ica une datation entre 200 000 et 400 000 ans. Les figurines d'Acambaro semblent plus récentes, 4500 ans ou 6000 ans. Mais cela pose des questions parce qu'on voit sur ces figurines des hommes chevaucher des dinosaures. Or, les dinosaures sont censés avoir disparu il y a 65 millions d'années et l'homme n'était pas censé exister.
Alors soit les dinosaures ont survécu en Amérique du Sud, en tout cas ça pose de gros problèmes puisque ces éléments sont authentiques. Autre signe de la survivance d'un savoir qui nous vient de civilisations disparues, c'est une même technique de construction dans tous les monuments sacrés jusqu'à la Renaissance et qui s'est perdue depuis la Révolution française. Il s'agit de l'utilisation du quadrilatère solsticial que l'on retrouve dans tous les menhirs, dolmens, les chapelles, les églises, partout sur la planète. Il s'agit en fait de planter un bâton, un gnomon, et ceci nous montre les points extrêmes de la course du soleil dans l'année, qui est marquée par le lever du soleil au solstice d'été, le coucher du soleil au solstice d'hiver, le lever du soleil au solstice d'été, le lever du soleil au solstice d'hiver, et en face, bien sûr, le coucher au solstice d'été et le coucher au solstice d'hiver. Cela permet de donner la proportion exacte du lieu, ça donne un quadrilatère. Et cela permet de déterminer l'axe est-ouest qui correspond aux deux équinoxes, et bien sûr la perpendiculaire à l'axe nord-sud. Ce quadrilatère varie en fonction de la position de la latitude. On voit là que le quadrilatère qui correspond à Bonifacio est un carré plus long que le quadrilatère de Dunkerque. Plus on monte, plus cela ressemblera à un carré, et plus on descend vers l'équateur, plus ce sera un rectangle allongé. Preuve que les bâtisseurs des menhirs et dolmens avaient connaissance en même temps du triangle 3, 4, 5 et du quadrilatère solsticial, c'est que Howard Crowhurst a pu montrer avec une corde à nœuds de 12 nœuds correspondant au yard mégalithique que le quadrilatère de Crucuno s'inscrit dans un double triangle 3, 4, 5 de 30 coudées de côté par 40 coudées, et donc l'hypoténuse de 50 coudées, et qui s'inscrit aussi exactement dans la taille et la proportion du quadrilatère solsticial à cette latitude. Donc il y a une volonté de correspondance dans ce quadrilatère. Et cela prouve bien que le yard mégalithique est bien adapté à la proportion de ce lieu. Et la coudée de Crucuno est de 83 cm. Elle est donc différente de la coudée égyptienne. Donc l'énigme est pourquoi avoir utilisé la coudée égyptienne en Île-de-France de 52,36 et pas la coudée de Crucuno qui correspond en gros à la même latitude. Pour l'instant, nous ne le savons pas. Mais ce que l'on sait, c'est que, en tout cas, ces coudées-là sont liées aux mesures de la Terre. Autre indice d'une transmission antédiluvienne, c'est que Howard Crowhurst a constaté, ce qu'il montre aussi dans son dernier film, Mégalithe, un monde oublié, que le positionnement des trois enceintes de Göbekli Tepe se font en proportion d'un triangle, mais aussi de l'utilisation de géométrie modulaire. Et cette utilisation de géométrie modulaire se retrouve partout, sur les sites des mégalithes, en Égypte, sur les monuments en Amérique du Sud, mais aussi dans les châteaux français pour le positionnement des éléments dans les jardins. Et comme Göbekli Tepe est un des plus vieux temples connus, cela indique une nouvelle fois l'idée d'une transmission. Autre exemple de l'utilisation de ces triangles et de ces carrés, c'est le positionnement du menhir du Magno par rapport au dolmen de Kermario. On voit que ça s'inscrit dans un triangle 3, 4, 5 et que la longueur de l'hypoténuse rentre dans un triple carré. Donc, pour l'instant, on a vu que des civilisations anciennes ont disparu, mais elles avaient des techniques de construction semblables. Connaissez le maître,
et qu'il y a de forts indices d'une transmission depuis des temps immémoriaux. La question qu'on peut se poser, c'est si elles nous ont laissé un message pour la fin d'un cycle. Parce que ce que l'on constate, c'est que pour l'instant, toutes ces civilisations ont disparu. Et donc, y a-t-il un codage à comprendre pour la fin du cycle actuel? Des chercheurs comme Didier Colac ont par exemple constaté qu'il y a beaucoup de formes géométriques dans les châteaux qui ressemblent à des ovnis. Et c'est vrai que personne ne se posait la question de la présence de ces gravures dans les châteaux. Et donc Didier Colac émet l'hypothèse que c'est en lien avec les ovnis et la connaissance de civilisations hors terrestres par la royauté française. Pour plus de détails, vous pourrez aller voir les vidéos sur sa chaîne. Il a aussi remarqué un codage à plusieurs niveaux. Et pour lui, il y a un codage secret dans l'architecture. Par exemple, les figures comme celle-ci sont dites des figures atlantes. Et l'atlante désigne une statue masculine qui sert de support à un édifice. Il existe aussi les cariatides qui sont des figures féminines, des nymphes qui supportent aussi les monuments. Le terme Atlante est censé venir du dieu Atlas, qui portait le monde sur ses épaules. Mais Atlas, ce n'est pas Atlante. Donc, pourquoi utiliser le terme Atlante plutôt que Atlas? Parce que le terme d'architecture, ce sont bien des statues atlantes. Et Didier Colac a constaté que nombre de ces statues ont des visages grimaçants, ou paraissent pleurer, ou souffrir. Et donc, il s'est dit qu'il y a peut-être un message qui nous provient de l'Atlantide. Autre codage, c'est qu'il y a de nombreuses statues comme celle-ci qui versent de l'eau, ou qui sont liées à des fontaines. Mais dans le terme verser de l'eau, on entend verseau. Donc y a-t-il un message pour l'ère du Verseau qui arrive? Autre explication qu'il a trouvée, c'est qu'il y a partout des pots dans les châteaux et des balustrades sur les escaliers qui ressemblent à des pots. Mais dans le terme dépôt, on entend un dépôt de quelque chose, le dépôt d'une connaissance. Ce que lui et Quentin Leplat ont remarqué, c'est que le positionnement des châteaux en France ne se fait pas au hasard. Là, l'emplacement du château de Chambord par rapport à Versailles et à Fontainebleau suit une géométrie analogue à celle utilisée pour les plans mégalithiques. Donc c'est déjà une énigme. On sait aussi par exemple que l'allée principale du château de Versailles, qui a été commencée par Louis XIII, l'allée principale du jardin, montre la direction du 15 août, du coucher du soleil le 15 août, qui est la fête mariale. Et Louis XIII a aussi consacré la France à la Vierge Marie. Mais la Vierge Marie, ça nous ramène au troisième secret de Fatima, qui n'a jamais été révélé complètement par le Vatican, mais qui a été fait par une sœur au Japon, à Akita, qui était en plus sourde et muette, on comprend bien le symbole, et qui explique que le troisième secret annonce une catastrophe si l'humanité ne se tourne pas à nouveau vers le sacré. Et donc en reliant ces informations, une dédicace à la Vierge Marie, des statues atlantes qui ploient sous le monde et qui semblent souffrir et annoncer la fin de quelque chose, en lien avec l'ère du Verseau, ça concerne bien les temps actuels. On peut aussi se poser la question de la nécessité de relier les monuments par une géométrie sacrée. Là, vous voyez sur cette diapositive l'église de Quintal, photo que j'ai tirée du livre d'Alain Deluzan, Votre santé en lieu sûr. Et le relevé par radiesthésie des réseaux qui sont sur cette chapelle montre un croisement de cours d'eau à l'emplacement de l'ancien hôtel, ainsi qu'un croisement de réseaux sacrés ou réseaux solaires. Ces monuments, chapelles, églises, cathédrales, servaient autant pour recharger
les personnes en énergie. Pour les nettoyer des basses vibrations, on voit une pierre de décharge, et par ce sens de déambulation, elle se rechargeait jusqu'à ressortir. Mais ces monuments ont aussi une autre fonction, parce qu'ils étaient construits par rapport à la proportion du lieu, avec le quadrilatère solsticial, en utilisant la géométrie sacrée, la coudée royale et une orientation particulière. Le mélange de toutes ces caractéristiques permettait de faire remonter le taux vibratoire local du lieu, parce qu'on voit bien que ces édifices sont construits sur des lieux qui sont impropres à une bonne santé, des croisements de cours d'eau, des réseaux géomagnétiques qui se croisent. Donc il y avait bien une raison de construire ces monuments-là. Surtout que souvent, les monuments, en Europe en tout cas, s'empilent. Les monuments chrétiens sont venus sur d'anciens monuments païens ou celtes. Mais non pas que l'Église catholique niait les anciens cultes. En tout cas, c'est ce qu'on nous fait croire, mais il y avait des personnes qui étaient au courant de ces phénomènes. Et les premiers évêques en France étaient d'anciens druides. Donc en fait, ils ont bâti ces monuments sur des zones malsaines pour faire remonter le taux vibratoire local, et ils connectaient ces monuments via la géométrie sacrée et les réseaux solaires pour créer une grille vibratoire et faire remonter le taux vibratoire d'une région ou d'un pays. Et le but des oratoires, des prieurés et des statues de la Vierge qui sont perdus au milieu de la campagne, c'est de guider et de canaliser les réseaux sacrés et de connecter les lieux saints entre eux. Howard Crowhurst a retrouvé un traité anglais du Moyen Âge qui fait référence au dragon rouge et au dragon blanc. Il représente les forces géotelluriques à maîtriser. Cela fait aussi référence au serpent à la vouivre. Et la figure du dragon est présente partout sur la planète. Idem pour Saint-Michel qui terrasse le dragon. Ce n'est pas que le mal qui est représenté, mais aussi la maîtrise des forces géotelluriques pour réduire ou canaliser les catastrophes naturelles. D'ailleurs, le mont Saint-Michel est relié à d'autres monuments. Un autre indice de cette connaissance au niveau planétaire, ce sont les couleurs blanches et rouges du drapeau du Japon, qui est aussi un pays fortement exposé aux forces naturelles. Et là, le symbolisme est le même. Donc, pour revenir au cycle, on peut se poser la question si des civilisations planétaires ont disparu à cause de cataclysmes. Et s'il y a un moyen d'y échapper, et si oui, quel message nous ont-elles laissé? Parce que si ces civilisations avaient des connaissances très avancées, comme on vient de le voir, il n'y avait aucune raison à ce qu'elles disparaissent. Ce que la tradition primordiale nous enseigne, c'est que l'homme est un intercesseur entre le ciel et la terre, les arbres aussi. L'homme fait partie d'un tout, et sa vie doit s'intégrer avec harmonie et proportion, suivant les règles naturelles. Et le sacré et la conscience doivent initier et guider l'ensemble. En dehors de ça, le chaos grandit. Ce que nous comprenons, c'est que les cycles imposent une trame, un égrégore qui conditionne la société malgré elle et le comportement des humains. Lors des âges de fer, type Kali Yuga, tout est inversé, renversé. On ne peut pas échapper à cette situation. Et on a vu que l'Atlantide a disparu définitivement au début de l'âge de fer. Selon le médium Edgar Cayce, l'Atlantide a disparu parce qu'il y avait un affrontement entre les fils de la loi de 1 et les fils de Bélial. Les premiers prônaient une vie spirituelle et les seconds ne visaient que la satisfaction de leur appétit égoïste. Et l'Atlantide aurait été détruit en 3 fois, 50 000 ans avant Jésus-Christ, 28 000 ans avant Jésus-Christ, et la troisième, dont parle Solon et Platon, 10 600 ans avant Jésus-Christ. Donc on voit bien que la destruction de l'Atlantide provient de guerres, et de surcroît cela correspond à la période du Dryas récent pour la dernière destruction. Est-ce que les guerres ont amplifié des catastrophes naturelles? C'est possible,
Parce que ce que l'on sait du Trias récent, c'est qu'il y a eu des réchauffements et des refroidissements successifs, et suffisamment en tout cas pour détruire des civilisations entières. Mais apparemment, il y a eu des survivants qui seraient venus en Égypte, en Amérique du Sud, dans les Pyrénées, et qui auraient transmis un savoir. La question à se poser, c'est si la Terre est consciente, alors est-ce que nos états d'âme et nos humeurs peuvent amplifier ou réduire les catastrophes naturelles? Car si les Atlantes ont voulu nous transmettre un message au cours du temps, c'est peut-être celui-là. Donc, on a vu qu'il y avait un codage à comprendre pour le cycle actuel de l'ère du Verseau. Mais avant de poursuivre, je vais vous parler des écoles à mystère qui étaient dépositaires de ce savoir et de ces connaissances. Et ça m'oblige à faire un mot sur la franc-maçonnerie, les Templiers et les Rose-Croix. Les sociétés dites secrètes sont en fait les descendants des écoles à mystère de l'Antiquité. Les écoles à mystère et certains centres spirituels étaient les dépositaires de la connaissance et de la tradition primordiale. Par exemple, Pythagore enseignait et dirigeait une telle école. L'admission était réservée aux personnes aptes à travailler sur elle et capables de comprendre les enseignements. Les écoles grecques étaient elles-mêmes filles des écoles égyptiennes, qui elles devaient provenir des survivantes atlantes. Il n'y a pas de livre d'histoire qui peut expliquer cela, car cela s'auto-organise par inspiration, synchronicité et par transmission orale. Par exemple, il n'y a pas d'écrit druidique, le savoir passé par l'apprentissage de milliers de poésies et de chansons codées. L'histoire officielle s'appuyant sur des écrits, cette transmission échappe complètement à la société. La connaissance est toujours présente et accessible, mais elle est de plus en plus voilée au fur et à mesure de la descente dans le cycle. Les confréries de bâtisseurs ont conservé une connaissance pratique et ésotérique depuis la plus haute antiquité. En plus de la transmission orale, il y a la pratique de rituels. Vous pouvez acheter en librairie tous les rituels maçonniques, mais cela restera un savoir intellectuel, sans application pratique. Un rituel doit être vécu et activé. C'est la même chose qu'un pèlerinage. Les confréries de compagnons du Moyen-Âge possédaient une structure exotérique et une structure ésotérique, à visée initiatique, ouverte seulement à ceux qui en étaient dignes. Le secret vient de là. Ceci est expliqué par la phrase des évangiles « Ne jetez pas vos perles au pourceau, ils risqueraient de les manger. » Ces connaissances exigent un travail intérieur. Ce ne sont pas du savoir, mais un état d'être qui s'aligne avec la connaissance. Au XVIIIe siècle, les loges de métier de francs-maçons, c'est-à-dire de maçons libres, franc égale libre, ont commencé à intégrer des notables et des bourgeois en dehors des guildes de métier. La maçonnerie est passée d'opérative à spéculative. C'est-à-dire que le travail intérieur ne se reflétait plus dans une construction physique réelle, comme une église, mais seulement sur le pratiquant. La maçonnerie était chrétienne à la base, même catholique. La Révolution française a favorisé et multiplié les scissions au sein de la franc-maçonnerie. De nouvelles obédiences laïques se sont créées. Depuis le XIXe siècle, elle s'est séparée en multiples obédiences et courants à cause de ceux qui voulaient être califes à la place du calife, devenir grand mamamouchi. C'est l'ego toujours l'ego. La franc-maçonnerie chrétienne de Jean-Baptiste Villermoz, avec le rituel du rite écossais rectifié, était dépositaire de connaissances initiatiques liées à la tradition primordiale. Le but de la franc-maçonnerie, qu'elle soit laïque ou chrétienne, est le travail sur soi, afin de devenir une meilleure personne et d'améliorer la société. Une grande partie de la franc-maçonnerie, comme le Vatican, a été infiltrée par des descendants de la loge de Weishaupt, les Illuminés de Bavière. La dérive de la franc-maçonnerie vers des obédiences laïques à visée sociétale en est la finalité, détourner la franc-maçonnerie du sacré et de la tradition. C'est ce que René Guénon appelle la contre-initiation. Mais la franc-maçonnerie n'a aucun rapport avec les crimes pédosatanistes. La franc-maçonnerie, comme toutes les structures, suit la dégradation de la société, qui est un signe des temps. Elle s'est éloignée de la tradition primordiale, même si les rituels en ont conservé la trace.
la plupart des francs-maçons n'en ont plus la connaissance. La grande majorité des francs-maçons, femmes et hommes, sont d'honnêtes citoyens qui œuvrent pour une meilleure société. Mais comme dans toutes les structures, il y a des individus qui vont en profiter pour en tirer des avantages, ne pas travailler sur eux, faire semblant et utiliser la structure comme un réseau d'influence. L'idée de la franc-maçonnerie qui dirige le monde est un mythe. Cette vision provient du livre Le diable au XIXe siècle, écrit par le journaliste Léo Taxil, anticlérical et anti-maçonnique. Il a accusé les loges d'adorer le démon, en dénonçant une vaste conspiration maçonnique mondiale qui a fait grand bruit. En 1887, il est reçu en audience par le pape Léon XIII. Et le pape a cru ce que disait Léo Taxil. Et les fausses accusations contre le maçon américain Albert Pike viennent de ce livre. Et en 1892, Léo Taxil commence à publier un journal, La France chrétienne anti-maçonnique. Mais en fait, il a tout inventé. Il a fini par avouer ceci. Et dans son livre, il cite des personnages comme Sophie Walder, grande maîtresse du Lotus de France, Suisse et Belgique, et Diana Vaughan, soi-disant haute dignitaire luciférienne qui aurait écrit pour lui ses confessions, où elle parle du culte satanique appelé palladisme. Mais tout cela est faux. Et le pape Léon XIII l'a quand même cru. Mais même si Léo Taxil a avoué son imposture, le mal était fait et ses délires se sont propagés et inspirent toujours les complotistes débutants. Les Rose-Croix, quant à eux, n'étaient pas structurés au Moyen-Âge. Et ils se disaient inspirés par 9 supérieurs inconnus non terrestres qui guidaient des hommes de bonne volonté. Mais au XIXe et XXe siècle, à la faveur des mouvements occultistes, plusieurs structures Rose-Croix ont émergé, se déclarant descendantes des Rose-Croix inconnus. En Europe, des mouvements paramaçonniques, dont un en France pour lequel Papus a été grand maître, alors qu'il était en même temps grand maître d'un ordre martinésiste et d'une obédience maçonnique d'origine égyptienne, ont émergé. En Californie, cela a donné naissance à l'Amorque, qui envoie des textes par correspondance dans le monde entier à des particuliers. Actuellement, il y a plusieurs structures Rose-Croix, et en Europe, ce sont des mouvements paramaçonniques, c'est-à-dire qui s'inspirent des rituels et des grades de la franc-maçonnerie sans être de la franc-maçonnerie. Les Templiers ont eu des contacts avec des mystiques musulmans, et ils s'appellent Templiers parce que les 9 premiers chevaliers ont utilisé le temple de Salomon comme écurie. Et on sait qu'ils ont fait des fouilles sur place et trouvé quelque chose qui a entraîné une croissance de leur ordre et un élan mystique en Europe. Parce que la construction des cathédrales a été initiée après le retour des Templiers. Et toutes les cathédrales sont dédiées à la Vierge Marie. Et on peut y voir un lien avec Isis. D'ailleurs, Paris peut se dire par Isis, comme la tribu des Parisis. On peut estimer que, via les mystiques musulmans et la découverte d'éléments là-bas, les Templiers ont compris des éléments de la tradition primordiale qu'ils ont ramenés en Europe. Alors que le Vatican et la royauté française allaient commencer à s'en éloigner avec la future Inquisition et la Renaissance. Les rituels du rite écossais rectifié et globalement les rituels dits écossais ont conservé une inspiration templière. Mais à ce point de la conférence, on a vu que les cycles, que ce soit les cycles de petite dimension comme l'astronomie ou la précession des équinoxes ou les âges de Manu, ont un effet sur les sociétés et les individus. Et actuellement, nous sommes à la fin de l'âge de fer. Et dans un âge de fer, tout est renversé, inversé, le mal gouverne, le sacré est nié et les monuments détruits. Bien sûr, cette descente n'est pas linéaire. Au Moyen-Âge, le sacré était préservé, comme on vient de le voir. Il y a eu la construction des cathédrales, des chapelles.
et le sacré était présent au quotidien. Mais depuis la Renaissance, et encore plus depuis la Révolution française, la chute s'accélère. La Révolution française a été la mère de toutes les révolutions et surtout du communisme. Et depuis, le désordre du monde est croissant. Et on peut voir là l'influence de la fin du cycle. À la fin d'un cycle de l'âge de fer, du Kali Yuga, tout se tourne vers le matérialisme absolu. Le sacré est nié. Et tout ce qui est lié au sacré doit être détruit. Et c'est bien ce qu'on voit actuellement. Et on voit aussi qu'il y a bien une volonté via l'agenda 2030 de mouvements comme le Forum économique mondial d'imposer un ordre mondial, un nouvel ordre mondial et un gouvernement mondial. Mais cela s'inscrit dans ce cycle-là. Ces personnes sont inspirées par ce cycle. Et ils veulent aller jusqu'à un matérialisme absolu qui va nous mener au transhumanisme. C'est pas forcément ce qui va arriver, mais le transhumanisme et le wokisme ne sont que des applications et une confirmation de l'approche de la fin de ce cycle. Et cela est en plus amplifié par la mauvaise inspiration du bas astral qui outrepasse ses prérogatives pour empêcher le passage à un nouvel âge d'or sans chaos. Nous nous retrouvons dans la même situation que l'Atlantide. Il faut réaliser qu'il y a une attaque sans précédent contre le sacré, des gouvernements qui travaillent ouvertement contre les peuples pour l'Antéchrist. Des prophéties annoncent une guerre mondiale éclair de 3 jours qui précédera le nouvel âge d'or. Il est à craindre que des personnes ayant le pouvoir tentent de faire advenir cette prophétie. Les rois de France, qui étaient dépositaires d'un savoir, n'ont pas pu le transmettre afin de faciliter le passage à la nouvelle ère. Mais des temples refont surface partout. Il y a une ère de dévoilement de la réalité et de l'horreur du monde et de ce que veulent réellement faire les gouvernements, mais aussi dévoilement des connaissances sacrées au travers des chercheurs comme Quentin Leplat, Ward Croest, Didier Colac ou d'autres que je vous ai cités. Donc, paradoxalement, on est à un cisaillement de 2 époques. Le matérialisme absolu qui continue à avancer et le sacré et les connaissances qui réémergent de toutes parts. Et ce cisaillement confirme bien la fin d'un temps. Un monde meurt et un autre émerge. La question à se poser est: est-ce qu'un déluge est obligatoire à la fin d'un cycle? Normalement, oui. Parce que le rôle de ce chaos est de consumer l'ancien monde. Un déluge épure l'ancien pour laisser la place au renouveau. Et si la planète Terre est consciente et que le ciel est régi par un ordre cosmique et énergétique, les déluges sont corrélés à l'état d'être des habitants de la planète, et principalement des humains dont le rôle est bien celui d'intercesseur entre le divin et les terrestres. L'augmentation de la résonance de Schumann n'est peut-être pas un bon signe si la Terre prépare quelque chose. Soit ce déluge se réalise matériellement dans la nature, et dans ce cas-là, il n'y a rien à faire. La mort, ce n'est pas la fin, mais aussi un cycle. Et il y a toujours des survivants des personnes qui vont survivre, qui seront guidées pour dépasser le déluge. Les montagnes sacrées dont je vous ai parlé au début sont en même temps des refuges et des sites de préservation et de dépôt du savoir et des connaissances. Ceci explique que les lieux de dépôt et de diffusion du savoir aient changé au cours des temps. Par exemple, le mont Kailash et après le mont Ararat, qui correspondent sûrement à des époques différentes. Mais si un déluge réel doit se produire, la France, la Russie et les USA sont dépositaires des connaissances pour permettre de redémarrer sur de nouvelles bases, même si les apparences montrent le contraire. Louis XVI a soutenu à dessein la jeune République américaine. Washington, la capitale, est basée sur une géométrie sacrée. La France elle-même est basée sur une géométrie sacrée. La volonté de l'OTAN de détruire la Russie est pour empêcher l'influence positive qu'elle doit avoir à l'avenir depuis la fin du communisme et sa consécration au cœur immaculé de la Vierge Marie par le pape Jean-Paul II, comme elle l'avait demandé à Fatima. Tout nous annonce une catastrophe. Mais ce déluge
peut aussi se produire en nous-mêmes. Si les temples de pierre sont détruits physiquement, ou si leurs influences spirituelles sont empêchées, alors c'est à nous de transmuter ce chaos dans nos temples intérieurs. À nous d'absorber l'augmentation de la résonance de Schumann en accordant notre niveau de conscience. La dégradation des structures qui se fait en parallèle de l'émergence des connaissances indique que le salut viendra du travail de chacun, qu'il ne faut plus chercher à l'extérieur, mais en soi les solutions, en lien avec sa conscience supérieure. On voit aussi que la France est entièrement basée sur une géométrie sacrée. Les rois et les présidents se sont efforcés au cours du temps de faire entrer la France dans un hexagone quasi parfait. Et Mathieu Levaux a remarqué que si on inscrit l'hexagone dans un cercle de 1000 km de diamètre, la surface de l'hexagone fait 666 000 km². Mais le 666, c'est aussi le nombre de la bête. Mais si la bête est maîtrisée, c'est ce qui nous permet de passer au 777. Et là, on voit que le triangle qui passe par Pimpon, Saint-Mont et Bugarach fait 777 km² de surface. Autre énigme, l'étoile à 6 branches qui s'inscrit dans la France a le hameau du Caire au centre. Il y a des correspondances entre l'Égypte et la France via la coudée de 52-36, mais par les noms, il y a Karnak en Bretagne, Karnak en Égypte, le hameau du Caire et la ville du Caire. Et le Caire nous ramène aussi aux 3 villages des Alpes de Haute-Provence, la Motte du Caire, le Caire, Faucon du Caire. Et si on fait passer une ligne verticale nord-sud à Faucon du Caire et est-ouest à la Motte du Caire, on voit que ça dessine la demi-pyramide de Gizeh. Donc ça nous renvoie encore une fois à l'Égypte. Donc il y a un codage en France par la géométrie sacrée en lien avec l'Égypte antique. Et si l'Égypte était dépositaire des connaissances des Atlantes, alors il y a une transmission continue depuis l'Atlantide jusqu'au roi de France. Et c'est pour ça que la France est un pays très important pour le passage au nouvel âge d'or, ce qui explique que la France a tant attaqué de l'intérieur, enfin, par l'État profond américain et anglais, en mettant en place des gouvernements qui luttent contre la France de l'intérieur. Mais le peuple américain subit la même attaque de l'État profond. Quand on parle de l'État profond américain, on ne parle pas des Américains. On parle de l'État profond lié à la haute finance et à la City de Londres, qui tente depuis la Renaissance de mettre la main sur le monde. Autre signe que la France avait une importance primordiale, c'est que le premier méridien sur lequel étaient basés les autres était au départ le méridien de Paris avant que ça ne devienne le méridien de Greenwich. Mais le méridien de Greenwich passe quand même sur la France aussi. Et d'ailleurs, c'est bien la France qui a confirmé le maître, mais dont elle avait connaissance depuis l'Égypte antique. Mais un signe qui montre que l'attaque de l'État profond marche plutôt bien, c'est que la plupart des Français ne réfléchissent pas et ne sont pas du tout conscients de la situation. Mais cela n'empêche pas le rôle de la France et le fait que sa mission soit inscrite dans sa géographie et dans une géométrie sacrée. Et au moment voulu, cela agira comme une onde de forme accompagnant le sursaut. Mais seulement si la politique de destruction de la France et de son patrimoine s'arrête. L'installation d'éoliennes, la destruction des paysages par les zones industrielles sont des exemples de cette mauvaise inspiration qui va à l'encontre de l'harmonie. Mais maintenant, on peut se demander comment passer à ce nouvel âge d'or sans passer par un déluge et un chaos complet. Dans cette conférence sur les cycles, je suis obligé de parler des flammes jumelles. Pas uniquement parce que je suis dans une telle relation, mais bien parce que le nombre croissant de flammes jumelles est dû à une nécessité pour le passage en cours. Nombre de flammes jumelles sont aussi starcides ou enfants indigos. Je vous parlais tout à l'heure des écoles à mystère de la franc-maçonnerie et de ce qu'on y réalise. Ces structures permettent un travail de progression personnelle et initiatique
pour créer un meilleur monde et une connexion à sa conscience supérieure. Cependant, les 2 dernières années de parcours Flamme Jumelle m'ont plus apporté en conscience que 20 ans de franc-maçonnerie alors que j'étais au dernier grade de l'ordre intérieur. Cependant, la différence, c'est que pour la franc-maçonnerie, c'est un travail volontaire. Les personnes décident d'y rentrer, de travailler sur elles. Tandis que dans une relation Flamme Jumelle, cela nous tombe dessus. Et l'attraction pour son autre nous pousse à travailler et aller encore plus loin que la plupart des personnes. Au début de la connexion Flamme Jumelle, je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait et toutes les synchronicités. Et c'est alors que mon guide m'a expliqué que j'étais dans une relation de couple sacré que les humains appellent Flamme Jumelle. Et les Flammes Jumelles ont un rôle clé dans ce moment de l'histoire. Nombre de couples sacrés sont à l'origine de bien des civilisations. Je n'y dis pas que les Flammes Jumelles actuelles sont des dieux et des déesses, mais que des couples sacrés s'incarnent au moment de passages clés de l'histoire, comme Isis et Osiris en Égypte. Et d'ailleurs, la confusion entre époux et gémellité vient de là. Les couples sacrés ont une conscience supérieure double, sont jumeaux en esprit, même s'ils ne sont pas frères et sœurs, mais un couple divin, mari et femme. Par exemple, il y a un couple sacré à l'origine du Japon, Izanagi, Izanami, et Manco Capac et Mama Oclo pour les Incas. En tant qu'humains, nous ne savons pas que notre conscience supérieure est quasiment en Dieu, et que ce que nous vivons en tant qu'humains n'est qu'un passage. À la suite de ce que m'a dit mon guide, j'ai ensuite découvert que d'autres flammes jumelles disaient exactement la même chose concernant le rôle collectif à accomplir par les flammes jumelles. Le rôle des flammes jumelles est d'avoir un parcours de vie difficile et de rencontrer de grandes difficultés pour se réunir dans la matière. La seule solution pour y arriver est un réel travail initiatique de dépouillement intérieur pour arriver à l'éveil et au détachement de la forme et à sortir de l'ego, de rester dans la conscience, le moment présent. La réunion ne peut survenir qu'à ce moment-là. Ce faisant, le duo montre la voie et leur union dans l'amour inconditionnel peut servir d'exemple et de voie pour les autres personnes. Les flammes jumelles ne sont pas supérieures. On devrait dire couple sacré d'ailleurs. Ce sont juste des précurseurs qui vivent les tribulations avant qu'elles ne se généralisent, afin de les transmuter et de les dépasser pour commencer à créer et en créer un nouveau monde. Mais aussi de guider la majorité des personnes vers l'éveil. Ce ne sont pas les seuls à le faire, bien sûr. Mais les flammes jumelles, dans ce parcours, sont obligées de travailler sur elles. Nombre d'enfants s'incarnent avec des énergies différentes. L'attaque contre les enfants par les recommandations de l'OMS sur les cours d'éducation sexuelle, le wokisme est voulu pour les empêcher de se connecter. Si malgré l'état présent du monde, nous œuvrons en réalisant le déluge en nous pour transmuter tout ce qui doit l'être, en dévoilant la connaissance, nous pourrons sûrement éviter un déluge planétaire et préparer le nouveau monde. Les temples de pierre sont détruits, désharmonisés. Donc c'est à nous de devenir des temples sacrés. Le vrai temple est en nous, afin de permettre à ce monde de redevenir sacré. C'est cela qui permettra le nouvel âge d'or. Voilà, j'espère que cette conférence vous a apporté. Ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que nous sommes soumis à des cycles qui nous dépassent et qui nous entraînent vers le chaos malgré nous. Mais qu'au sein de ce chaos, à nous de nous réveiller, de réaliser un vrai travail de purification intérieure afin de créer et d'ancrer un nouvel âge d'or. À nous de créer ce monde. N'attendons pas un sauveur extérieur, mais soyons les acteurs d'une nouvelle société et du monde que l'on veut voir émerger. Un monde d'harmonie et de bonheur pour tous. Merci d'avoir écouté cette conférence.